OK, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Je m'appelle Frédéric Gagnon. Je suis professeur au département de sciences politiques ici à l'UQAM et je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques. Et à la chaire, il y a des équipes de recherche, dont un observatoire sur les conflits multidimensionnels. Et vous aurez l'occasion aujourd'hui d'entendre des chercheurs et des membres de cet observatoire. Je vais vous les présenter dans un instant. L'observatoire a été créé en 2019 grâce à un don de la Banque nationale et de Louis Vachon, qui était le président-directeur général de la Banque à ce moment-là, et qui nous avait approchés pour discuter avec nous de l'idée de lancer une équipe de recherche qui se concentrerait sur les questions de cybersécurité, de désinformation, de cyberespionnage, de guerre économique aussi, guerre commerciale, telles qu'on les voit. Elles se déploient en fait un peu partout dans le monde aujourd'hui. Donc, on a créé cet observatoire en 2019. C'est un observatoire qui est le plus jeune observatoire de la chaire, mais qui, au fil du temps, a développé, je dirais, une expertise sur ces questions-là. Et une des choses que l'on fait chaque année, c'est qu'on prépare un rapport des cyberincidents géopolitiques au Canada. C'est la 6e année qu'on le fait. Les gens que vous voyez ici ont été les piliers, en fait, de la rédaction de l'édition 2026 de ce rapport-là. Et c'est un rapport qu'on va vous présenter aujourd'hui et qui s'appuie aussi sur un répertoire des cyberincidents géopolitiques au Canada qui est disponible sur le site Internet de la chaire Raoul Dandurand. Et au fond, ce que l'Observatoire fait, c'est un travail de veille sur justement les cyberincidents géopolitiques qui touchent le Canada, que ce soit des campagnes de désinformation visant des acteurs politiques, des élus. Il y en a eu durant les élections fédérales canadiennes récentes. On aura l'occasion d'en parler aujourd'hui. Les campagnes de cyberespionnage visant des entreprises québécoises, canadiennes, parfois des organismes gouvernementaux. Il peut y avoir du vol de données, il peut y avoir du cybersabotage. On va en parler aussi aujourd'hui. Et on s'intéresse aussi de plus en plus à l'effet de l'intelligence artificielle sur, en fait, la maximisation, l'accélération de ces pratiques visant le Canada. Et donc, ce rapport en est à sa 6e édition. Et avant de vous présenter nos conférenciers, conférencières d'aujourd'hui, je veux saluer la présence de certaines personnes qui ont contribué aux éditions précédentes. Et en sciences politiques, on parle souvent de la dépendance au sentier, le path dependency, c'est-à-dire ce qu'on a fait avant continue d'orienter ce qu'on fait aujourd'hui. Et à ce titre, je vous présente Dany Gagné, qui est encore membre de l'Observatoire des conflits multidimensionnels. Mais malheureusement pour nous, parfois, les gens sont tellement talentueux à l'Observatoire qu'on vient les chercher pour leur donner des jobs ailleurs. Et c'est ce qui est arrivé à Dany Gagné, qui est maintenant professeur au Collège militaire royal de Saint-Jean. Et donc, il a contribué aux éditions précédentes. Donc, il y a encore sa trace, notamment, dans ce rapport, et celle également d'Alexis Rapin. Je ne sais pas s'il nous regarde peut-être à la maison ou chez lui. À la maison ou chez lui, c'est au même endroit. À la maison, on voit son travail. Alexis a été un membre fondateur de l'Observatoire des conflits multidimensionnels et il y a encore des traces du travail d'Alexis Rapin dans cette édition 2026 du rapport. Donc voilà, j'ai déjà beaucoup parlé. Je vais vous présenter sans plus tarder ceux et celles qui ont été les piliers de l'édition 2026 de ce rapport. Et je vais y aller comme ça. À ma gauche, Fanny Tan, qui est chercheur en résidence à l'Observatoire des conflits multidimensionnels et qui rédige actuellement aussi un mémoire de maîtrise sur des thèmes qui sont liés à ce que l'on fait à l'Observatoire des conflits multidimensionnels. Merci, Fanny, d'être là. Philippe Marchand. C'est pas le même ordre. Philippe Marchand, qui est juste après Walid, qui est également chercheur en résidence à l'Observatoire des conflits multidimensionnels et qui était notre boursier coordonnateur de l'Observatoire cette année. Merci d'être là. Bon, je reviens un petit peu à droite de Philippe. Walid Fergan, qui est chercheur en résidence également à l'Observatoire des conflits multidimensionnels, entre autres parce qu'il travaille aussi à notre observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Mais on n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui. Et finalement, à l'extrême gauche, je ne sais pas si c'est représentatif de ses orientations politiques, le professeur Simon Hogg, un collègue avec qui j'ai beaucoup de bonheur et de plaisir à travailler, qui est professeur au département de sciences politiques et qui est co-directeur, et j'en suis ravi, de cet observatoire des conflits multidimensionnels depuis peu, mais merci Simon de t'être joint à l'équipe et de m'aider
à diriger les travaux scientifiques de cet observatoire. Donc, le plan de match aujourd'hui est assez simple. Chacune va prendre 5 minutes, sauf Fanny qui nous a dit qu'elle en prendrait 25. J'ai appris ça avant qu'on commence. Donc, 5 à 7 minutes pour présenter les diverses parties du rapport. Les parties dont chacune était responsable. Et je commencerai avec Fanny. Et Fanny, je te lancerai sur la première partie du rapport qui brosse un portrait général de l'année qui vient de s'écouler, les principales tendances, la fréquence des cyberincidents géopolitiques visant le Canada. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que les gens ici présents et à la maison devraient retenir des grandes tendances des cyberincidents géopolitiques visant le Canada cette année? Donc, Fanny, sans plus tarder, le micro est à toi. Merci beaucoup, Frédéric. Merci tout le monde d'être ici en présentiel ou en virtuel avec nous. Ça nous fait plaisir de vous parler du travail sur lequel on travaille depuis un moment maintenant. Alors, le rapport des cyberincidents 2025, sa grande particularité, je dirais, ou une de ses grandes particularités, c'était qu'en 2025, c'est l'année où on a recensé le plus de cas de cyberincidents à caractère géopolitique qui ont touché le Canada. On a eu 20 incidents qu'on a recensés en 2025. En comparaison, en 2024, on avait 12 cas et en 2023, on avait 16 cas. Donc, pour les gens ici dans la salle ou en virtuel qui nous écoutent et qui sont en cybersécurité, vous vous dites 20 cas, c'est vraiment pas énorme. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que notre travail en tant que chercheur à la chaire Raoul-Endurant, c'est un travail qui se base sur des données ouvertes, des sources ouvertes. Donc, on va se baser sur des rapports de firmes de renseignement, des rapports aussi gouvernementaux ou des rapports de firmes de cybersécurité. On travaille pas directement avec la télémétrie et donc, c'est à cause de ça qu'on a un chiffre qui est assez restreint, qui représente certainement seulement la pointe de l'iceberg en termes de cyberattaques à caractère géopolitique. On ne fait pas non plus nous-mêmes l'attribution des cas de cyberattaques à soit des États ou des groupes d'acteurs malveillants. C'est pas notre rôle non plus de faire ça. Souvent, les attributions vont être faites soit par des gouvernements, des agences de renseignement ou encore par des firmes de cybersécurité. Et nous, on va, dans le fond, mettre cette attribution-là dans le rapport ou dans le répertoire des cyberincidents que vous pouvez trouver en ligne. Il arrive aussi certains moments où des cas sont tout simplement pas attribués, mais qui vont viser, par exemple, la Chambre des communes. C'est arrivé justement à l'été 2025. Il y a eu une campagne de cyberespionnage qui a touché la Chambre des communes. On ne sait pas c'est qui l'acteur derrière cette campagne de cyberespionnage. Peut-être que le gouvernement est au courant, mais préfère pas le dire au public. Peut-être que le gouvernement ne le sait pas non plus. Nous, on est dans le noir par rapport à ça. Mais on considère que c'est une attaque à caractère géopolitique parce qu'elle a visé la Chambre des communes et qu'elle a exfiltré des informations sensibles. Donc, maintenant que ça c'est dit, maintenant que ça c'est sur la table, je voulais vous rafraîchir un peu la mémoire par rapport aux événements politiques et géopolitiques, dont des événements en 2025 qui se sont passés à l'intérieur des frontières canadiennes, mais aussi à l'extérieur des frontières et qui ont pu toucher directement ou indirectement le Canada dans le cyberespace. Premièrement, au Canada, en 2025, c'était une année de grands bouleversements. Premièrement, il y a eu la démission du premier ministre Justin Trudeau au début de l'année. Ensuite, il y a eu la course à la chefferie du Parti libéral. On a aussi eu, évidemment, l'élection fédérale de 2025 avec l'élection de Mark Carney et aussi le mouvement de séparatistes albertains qui a fait beaucoup les manchettes en 2025, qui continue de faire les manchettes aussi en 2026. Et tout ça dans la foulée aussi de, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais des menaces d'annexion par le président Trump au début de l'année qui ont un peu diminué, mais qui étaient quand même un gros choc pour nous tous au Canada. Et donc, ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé, disons, grosso modo, là, en 2025 au Canada. Pour ce qui est de ce qui s'est passé dans le monde, je vais vous faire vraiment un portrait super rapide. Il y a évidemment la guerre en Ukraine qui continue, qui est rentrée dans sa 4e année, si je ne m'abuse, en 2025. 5, ouais. En 4e année, en 2025. Ouais. C'est Simon qui m'a fait douter pendant un instant. Il faisait... Et puis, le Canada continue de soutenir à la fois politiquement, mais aussi financièrement l'Ukraine, ce qui en fait donc une cible
directs, indirects de la Russie. Il y a aussi, évidemment, les conflits au Proche et au Moyen-Orient, le génocide à Gaza, et aussi la compétition entre la Chine et les États-Unis, qui font partie des événements mondiaux qui ont un impact sur le Canada. Et on sait que les événements cyber qui se déroulent, les opérations cyber-offensives, comme on pourrait les appeler, ne se déroulent pas toutes seules. C'est des événements qui sont évidemment liés à ce qui se passe dans la vraie vie. C'est pour ça que c'est important d'en parler, parce que c'est notre rôle ici à l'Observatoire des conflits multidimensionnels de vraiment faire cet enrobage géopolitique autour des cyberincidents qu'on a recensés en 2025. Donc, maintenant, pour ce qui est des grandes tendances du rapport, de ce que vous allez retrouver dans le rapport si vous ne l'avez pas encore lu, il y a 3 grandes tendances, mais j'en rajouterai quand même une quatrième. Mais je vais y aller un peu dans une suite logique. Donc, en termes de quel est le type de cyberincident qui a été le plus souvent perpétrés au Canada en 2025, c'est les cas de campagnes de cyberespionnage, dont je vais vous parler un peu plus en détail tout à l'heure. C'est vraiment une grande tendance, le cyberespionnage au Canada. En fait, c'est depuis au moins 2010, c'est le type de cyberincident qui est le plus souvent répertorié au Canada. C'est des cyberattaques ou des campagnes, disons, qui touchent plusieurs secteurs. Secteur privé, secteur public, aussi des individus de la société civile. Tous ces secteurs-là, toutes ces cibles-là ont été touchées en 2025 et je vais vous en parler un peu plus tard. Vous nous parler d'un cas aussi tout à l'heure. D'un cas aussi en particulier que je vais faire un deep dive en bon français. On a aussi beaucoup de cas, puis ça, c'est une caractéristique que je trouve très intéressante dans le rapport 2025, c'est qu'on a eu, je pourrais dire, une explosion de cas de campagnes de manipulation de l'information en 2025. On a trouvé, dans le fond, 8 cas de campagnes de manipulation de l'information. L'année passée, on avait 2 cas de campagnes de manipulation de l'information. Donc, il y a vraiment eu une augmentation qu'on pourrait qualifier de fulgurante. Par contre, c'est très important pour les journalistes qui nous écoutent, entre autres, que de dire que il faut vraiment voir les cas du répertoire et les cas du rapport en lien avec les campagnes de désinformation comme des tentatives de manipulation. Il n'y a pas de preuve encore aujourd'hui que ces campagnes de manipulation de l'information qui viennent de l'étranger ont un impact réel sur les croyances ou les attitudes de la grande majorité des Canadiennes et des Canadiens. Donc, c'est important de garder ça en tête, mais quand même, nous, en tant que chercheurs, on trouve que c'est important de mettre ces tentatives-là sur papier pour qu'on puisse savoir à quoi s'attendre dans un avenir peut-être plus proche qu'on le pense. En fait, il y a 2 éléments qui viendraient expliquer cette augmentation des campagnes de manipulation de l'information. Premièrement, tous les bouleversements qu'on a eus à l'intérieur des frontières canadiennes, les bouleversements politiques qui ont marqué le Canada en 2025, mais aussi l'utilisation de plus en plus fréquente et la sophistication de l'intelligence artificielle générative. C'est quelque chose de très important. Dans au moins 3 cas de campagnes de manipulation de l'information, parmi les 8 en 2025, les acteurs malveillants ont utilisé des outils, soit pour faire des images synthétiques ou pour produire du texte de manière synthétique. Et donc, cette IA générative a aussi été utilisée pour d'autres types de cyberattaques. On a remarqué ça beaucoup en 2025, notamment au niveau de tout ce qui touche à l'ingénierie sociale. Donc, ce qu'on peut qualifier de piratage psychologique, qui sont des techniques qui sont utilisées par les pirates informatiques pour essayer d'avoir un accès initial au réseau pour ensuite faire perpétrer encore plus d'attaques comme justement du vol de données ou du vol de crypto-monnaies. On a vu ça en 2025 à au moins 2 reprises, un groupe de menaces persistantes avancées, donc un groupe de pirates informatiques liés à un État, cette fois-ci la Corée du Nord, a attaqué le Canada à 2 reprises avec justement des leurres qui ont été créés par intelligence artificielle et qui ont permis du vol d'informations et du vol de crypto-monnaies. Fun fact, 75% des crypto-monnaies qui sont volées dans le monde sont présentement dans les mains de la Corée du Nord, donc c'est vraiment une de leurs spécialisations. Et finalement, 4e tendance que je trouvais particulièrement intéressante, qui est aussi une nouveauté. En fait, c'est une tendance qui ne se démarque pas par la quantité
de cas qu'on a eu par rapport à ce type de cyberincident, mais vraiment par sa nouveauté. En 2025, pour la première fois au Canada, on a observé un cas de cybersabotage qui a été confirmé par le gouvernement canadien. Donc, Philippe va en parler tantôt. C'est un cas qui n'a pas beaucoup d'informations, mais qui montre le potentiel, justement, destructeur que peuvent avoir ces attaques-là sur nos infrastructures critiques. Merci beaucoup. Et je regardais le rapport, en fait, qu'on a publié cette année. À la page 6, il y a un tableau qui reprend essentiellement les données du répertoire. On a répertorié, en fait, des cyberincidents géopolitiques visant le Canada. On est remonté jusqu'à 2010. Et ce qu'on constate dans les tendances générales, c'est que le type de cyberincident visant le Canada le plus fréquent, c'est effectivement le cyberespionnage. Et dans cette partie du rapport de cette année, tu consacres une partie du rapport à ce phénomène du cyberespionnage qui est encore, selon notre analyse, la menace cyber la plus urgente, la plus importante qui pèse sur le Canada. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Et je sais que tu vas nous présenter peut-être, c'est peut-être Alexis Rapin qui appelle. Désolé. Oui, c'est vraiment Alexis Rapin. Non, c'est pas vrai. Okay. Probablement... OK, je sais. Je suis désolé. Bon, cyberespionnage et le cas en particulier. Oui. Si c'était possible de nous en parler, le cas dont on parle dans le rapport. Avec plaisir. Et on a une future chercheure peut-être de l'OCM qui a 15 ans et qui probablement me posait une question urgente. Excusez-la. Elle a trouvé un cas à nous donner. Non, il n'y a aucun problème. Merci, Frédéric, pour la question. Donc, comme je le disais tantôt, le cyberespionnage, c'est le type de cyberincident qu'on répertorie le plus souvent au Canada. On a 9 cas, donc, de campagnes de cyberespionnage qui ont touché le Canada en 2025. Donc, qui sont les auteurs de ces campagnes de cyberespionnage? Ce sont ce qu'on pourrait appeler les usual suspects. Donc, la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord ont tous perpétré des campagnes de cyberespionnage au Canada en 2025. Encore une fois, certaines attaques n'ont pas été, de ce type-là, de cyberespionnage, n'ont pas été attribuées encore à ce jour, comme la cyberattaque contre la Chambre des communes cet été. En termes de cible, c'est le secteur privé qui a été particulièrement touché par les campagnes de cyberespionnage. Parmi les victimes dans le secteur privé, on a des entreprises technologiques, on a une entreprise aussi du secteur manufacturier et aussi un opérateur au moins de télécommunications au Canada. Pour ce qui est du secteur public, le gouvernement a été touché, comme je vous le disais, à au moins 2 reprises par des campagnes, soit de cyberespionnage ou de reconnaissance, qui s'apparentent grandement au cyberespionnage. Et finalement, des acteurs aussi de la société civile ont été ciblés. Il y a un journaliste iranien qui a été visé par une campagne de cyberespionnage, plus particulièrement par une campagne qu'on pourrait appeler de hack and leak. Donc, c'est un peu de c'est de la divulgation d'informations personnelles qui vise à nuire, entre autres, à la réputation de quelqu'un. Ce journaliste iranien-là a été visé par un groupe qui est affilié au service de renseignement iranien qui s'appelle Handala. Et depuis la guerre entre l'Iran et les États-Unis, Handala a beaucoup fait les manchettes là, dans la presse spécialisée en cybersécurité. Donc, je pense que c'est un groupe qui est à garder à l'œil. Pour ce qui est de notre autre cas qui a visé un membre de la société civile, c'est un cinéaste ouïghour canadien, qui s'appelle Mehmet Toti, qui a été visé par une tentative d'hameçonnage de la part d'un groupe de menaces persistantes avancées chinois que les chercheurs qui ont enquêté là-dessus ont nommé Glitter Carp. Donc, je n'irai pas dans les détails parce que je vais vous parler d'un autre cas en particulier, mais je vous recommande d'aller lire le rapport, l'enquête qui a été faite par le Citizen Lab de l'Université de Toronto et le Consortium international des journalistes d'investigation, parce que c'est vraiment le cas de ce cinéaste-là qui a parti cette enquête et qui a montré toute la complexité des opérations cyberoffensives de la Chine. Donc, c'est vraiment une lecture super intéressante que je vous recommande. C'est difficile de parler de cyberespionnage en 2025 sans parler de Salt Typhoon. Vous l'avez peut-être lu, mais c'est une massive campagne de cyberespionnage qui a touché au moins 80 pays dans le monde. Ça a fait énormément jaser dans la presse spécialisée, mais aussi dans la presse généraliste, particulièrement aux États-Unis. Donc, Salt Typhoon, un groupe de pirates informatiques qui est lié à la Chine et qui a pénétré les réseaux de les systèmes de plusieurs
plusieurs opérateurs de télécommunications. Comme je vous le disais tantôt, il y a au moins un opérateur de télécommunications qui a été visé au Canada par cette vaste campagne de cyberespionnage. Et je pense que qu'est-ce que cette campagne-là en particulier, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est en fait qu'il y a plusieurs secteurs au Canada qui ne sont pas prêts à se défendre contre la menace du cyberespionnage qui est pourtant connue depuis très longtemps. La vulnérabilité qui a été exploitée chez cet opérateur de télécommunications-là et qui a permis aux pirates informatiques de s'introduire dans les systèmes de cet opérateur de télécommunications, bien, il y avait un correctif qui existait depuis plus de 2 ans. Et donc, c'est pas des failles qui sont irrémédiables, c'est des failles qui peuvent être patchées, encore une fois en bon français, et qui ne sont tout simplement pas... corrigé. Et puis, c'est important de le dire parce que... Tu t'es bien corrigé. Merci. Je l'avais dit juste avant, donc... C'est important d'en parler parce que c'est pas juste au niveau du secteur privé, c'est aussi au niveau du gouvernement. En octobre 2025, la vérificatrice générale du Canada a publié un rapport sur le manque de préparation et les grandes lacunes qu'il y a dans le gouvernement, au gouvernement fédéral en termes de cybersécurité. Notamment, fait notable, le gouvernement fédéral n'a toujours pas d'inventaire complet de tous ses actifs informatiques, alors qu'une initiative pour recenser tous ces actifs informatiques a été lancée il y a plus de 10 ans et n'a jamais été complétée. Donc, c'est difficile de protéger ces actifs informatiques quand on ne sait pas combien on en a. Tout simplement. Donc, il y a définitivement des lacunes qui persistent dans plusieurs secteurs au niveau de la cybersécurité, ce qui représente littéralement une menace à la sécurité nationale. Mais assez parlé de la Chine, je vais maintenant vous parler de la Russie, parce que le cas que j'ai décidé de vous parler un peu plus en profondeur dans le répertoire, dans le rapport, 2025, c'est un cas qui nous vient de la Russie. C'est un groupe de pirates informatiques qui est lié à la Russie et qui s'appelle Romcom et qui a été justement dévoilé par les chercheurs de I7, la compagnie de cybersécurité I7. Je voudrais d'ailleurs remercier les chercheurs de I7 d'avoir répondu généreusement à mes questions à propos de ce cas en particulier. Donc, Romcom, c'est un groupe qui, au départ, faisait beaucoup plus des attaques de type rançongiciel, donc qui était apparemment motivé par des motivations financières. Mais depuis 2022, qui a commencé à s'attaquer à des organisations ukrainiennes et qui, depuis, vraisemblablement élargi son terrain de jeu pour s'attaquer à des organisations ici, en Amérique du Nord, mais aussi en Europe. Donc, pendant cette campagne-là, au Canada en particulier, c'est une entreprise du secteur manufacturier qui a été visée par, encore une fois, en fait, non. Ce qui est de particulier avec cette campagne, c'est que, contrairement à d'autres campagnes de cyberespionnage, à la majorité des campagnes de cyberespionnage où ce qu'on exploite des vulnérabilités connues, cette fois-ci, Romcom a exploité une vulnérabilité inconnue, donc une vulnérabilité de type zero day ou de jour zéro en français, qui a aucun correctif qui existe pour cette vulnérabilité-là. Donc, c'est une vulnérabilité, critique qui a été exploitée à ce niveau et qui a permis de pénétrer dans les réseaux de la compagnie. Et donc, selon les chercheurs de I7, cette campagne de cyberespionnage a été perpétrée de manière à exfiltrer des informations pour que la Russie obtienne un avantage stratégique. C'est intéressant quand même dans le cas de Romcom parce qu'on voit justement l'évolution des motivations de ce groupe de pirates informatiques. Et Philippe va vous en parler un peu tantôt, mais c'est de plus en plus difficile de faire une distinction entre les différentes motivations des acteurs malveillants dans le cyberespace. C'est vraiment quelque chose qui se complexifie, donc je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir aussi garder à l'œil, ce genre de brouillage de pistes entre les différentes motivations des groupes de pirates informatiques liés à des États. Donc, Philippe va en parler un peu tantôt, mais je vais laisser Fred poser une question à Walid pour l'instant. Merci beaucoup. Fanny avait droit à 14 minutes parce qu'elle était responsable de 2 parties. Là. Je te dis ça, Walid. Effectivement. Je vais essayer de faire de mon mieux pour... Non, c'est un petit running gag parce qu'en séance, on a beaucoup parlé des parties des uns et des autres. Et Walid était extrêmement passionné, en fait, par le thème de la partie de son rapport. Et parfois, on regardait le chrono et on se disait, il est vraiment très passionné de tout ça. Effectivement, je l'ai déjà commencé à faire le chrono.
Je suis en train de te voler du temps, en fait. La partie du rapport dont tu étais responsable porte sur la désinformation augmentée, comme tu l'appelles. Et le cas que tu mets en lumière, c'est justement la campagne de spamouflage contre des membres de la diaspora chinoise en sol canadien. Pourquoi c'est important pour le Canada et qu'est-ce qu'on retient là, de tes observations? Donc, bonjour à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui. Donc, merci à la chaire Raoul Dandurand pour l'organisation de cet événement. Merci à Frédéric pour l'ouverture et à Fanny pour l'introduction. Donc, moi, je vais vous parler effectivement de manipulation de l'information. Et en 2025, donc comme vous l'avez entendu dans la partie de Fanny, c'est l'année où est-ce que il y a pas mal de dynamiques qui ont convergé au Canada et de façon inédite, on est passé de 2 cas l'année dernière à 8 cas de désinformation, de manipulation de l'information pour être plus exact. Donc qui est un record depuis qu'on détient ce répertoire. Donc ce qui est quand même frappant cette année, c'est pas seulement le nombre qu'on a, mais c'est aussi la diversité des acteurs. Ça va être les méthodes, ça va être les cibles qui ont été très diversifiées. Et ce qui vient les relier tous, c'est vraiment la même logique qu'il va y avoir derrière. Donc on identifie une fracture qui est existante au niveau du Canada, et elle va venir être exploitée pendant une période de vulnérabilité politique. Donc, Fanny l'a cité, ça peut être la course à la chefferie libérale, les élections fédérales, ça peut être les tensions autour du séparatisme albertain, ça peut être la position du Canada sur le conflit ou le génocide à Gaza. Donc, chacune de ces fractures-là, elles ont été ciblées par au moins un acteur étranger en 2025. Et on va avoir en même temps un recul sur les grandes plateformes qui ne vient pas arranger les choses. Donc on va avoir Meta qui a démantelé certains programmes de vérification de faits, par exemple, en janvier 2025. Et ces acteurs malveillants-là, ils vont venir agir avec un peu plus de latitude et un peu plus d'impunité. Quand on parle d'acteurs, donc j'ai dit qu'il y avait une diversité, je vais en citer quelques-uns, donc les usual suspects comme Fanny a dit, donc la Chine qui est très présente cette année, donc 2 opérations coordonnées sur la plateforme WeChat, donc qui ont ciblé les processus politiques distincts, notamment en février, une trentaine de comptes coordonnés qui ont ciblé principalement Chrystia Freeland pendant la course à la chefferie. On a donc plus de 140 000 interactions. On a 2 à 3 millions d'internautes de comptes qui ont été exposés à du contenu qui est dénigrant. Quelques semaines plus tard, on va avoir, en pleine campagne électorale, une opération qui est similaire, qui vise Mark Carney, qui va l'exposer lui aussi à quelques millions d'utilisateurs. Et ce qui est quand même assez intéressant dans ces opérations-là, c'est que c'est les mêmes comptes qui réapparaissent. Quand je dis les mêmes comptes, c'est que c'est exactement la même structure qui a été réactivée. Donc on a le canal WeChat qui était nommé Yuli Yumian, qui avait déjà été mobilisé contre Michael Chong, donc le député en 2023, qui a été réactivé. Donc on remarque que c'est pas une opération qui est ponctuelle, c'est vraiment une infrastructure qui est entretenue sur plusieurs années, donc qui est activée élection après élection. Et on va voir que WeChat est une plateforme, est un vecteur qui est particulièrement efficace pour ce genre d'opération, parce que c'est une plateforme, c'est un réseau social qui est utilisé par une communauté qui va être plus ou moins perçue comme fiable par cette communauté-là, dû aux barrières linguistiques qui viennent limiter la visibilité des autorités canadiennes. Pour passer au deuxième acteur qu'on a cité, donc c'est la Russie. La Russie, de son côté, elle, on va avoir un groupe qui s'appelle Copycop, qui lui a étendu ses opérations au Canada en septembre dernier. Donc notamment en créant des faux sites promouvant notamment le séparatisme albertain. Donc juste après l'élection, ce réseau-là, il était déjà présent en Europe et aux États-Unis, et il a simplement redirigé son infrastructure vers le Canada en exploitant la fracture post-électorale qu'on a citée. Donc, ce qu'on vient remarquer, c'est un peu que ces réseaux-là, ils sont modulaires. Donc, ils viennent s'adapter, ils ne partent pas de zéro. Pour les nouveaux arrivants, pour les nouveautés, si je peux me permettre, pour une deuxième année consécutive, on a documenté une opération d'influence israélienne qui visait le Canada. Donc, c'est la deuxième fois qu'on a Israël dans notre rapport comme un acteur pour une opération d'influence. Donc, la première était en 2024. Donc, je vous invite à lire le rapport de l'an dernier pour avoir un peu plus de détails sur l'opération qui s'appelait Stoïque. Mais ce qui vient, on n'a pas beaucoup de détails sur celle de cette année, mais ça vient quand même démontrer qu'il y a une certaine
une certaine réalité inconfortable de se dire que même des alliés comme l'État d'Israël qui cherchent à influencer le débat public canadien. Pour ce qui est des cas qui sont quand même assez original ou atypique qu'on a moins vu cette année, ça va être, on va avoir l'incident de l'aéroport, donc une sorte d'hybridation entre une cyberattaque et une opération informationnelle, si je peux me permettre le terme. Donc, le 14 octobre dernier, en 2025, on va avoir les systèmes de sonorisation et les écrans d'information de plusieurs aéroports canadiens qui ont été ciblés. Donc, Windsor, notamment, l'aéroport de Kelowna et l'aéroport de Victoria, qui ont été piratés, notamment pour diffuser des messages pro-Hamas avec des allusions à un deuxième 11 septembre. Donc, on va avoir sur certains sites d'agences de cybersécurité qui affirment que l'attaque était revendiquée par le groupe Moutarif Sebar Islam, mais ça reste encore à déterminer. Pour ce qui est des conséquences de cette cyberattaque-là, il n'y a eu aucune conséquence sur la sécurité aérienne, donc ce qui nous amène à poser la question pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait, et ce qui nous amène à qualitativement le décrire différemment de ce que j'ai pu vous citer plus tôt, vous décrire plus tôt. Donc, c'est pas forcément de la désinformation qui est fabriquée puis qui est diffusée en ligne. Ça va être le fait d'exploiter une infrastructure physique comme un aéroport pour comme vecteur, comme porteur d'un message politique transnational. Donc, l'objectif, c'est pas forcément de convaincre à travers une vidéo TikTok. Ça va être plutôt d'intimider, ça va être de marquer les esprits, ça va être de produire un effet psychologique dans un espace de confiance. Quand je parle d'un espace de confiance, je pense notamment donc à l'aéroport. Donc, le choix de l'aéroport, il n'est pas anodin. On s'entend que c'est un espace qui est hautement régulé, qui est associé à la sécurité et à la présence étatique. Et c'est là que diffuser des messages hostiles, c'est exploiter un lieu de confiance, donc pour en faire un vecteur de perturbation qui est symbolique pour les citoyens qui doivent se sentir en sécurité lorsqu'ils voyagent. Et bien que l'attaque, elle est techniquement très limitée, elle suffit pour exposer la vulnérabilité apparente des infrastructures canadiennes et critiques, pour semer le doute sur la capacité du gouvernement à protéger ses citoyens, mais aussi ce qui s'est fait et ce qui a été vu sur la majorité de cet événement-là, c'est que les gens ont filmé à travers leurs appareils, leurs propres téléphones, et l'ont rediffusé à travers leurs propres réseaux sociaux. Donc ça donne une certaine pérennité, une certaine extension de ce que voulait avoir l'opération à travers de vrais comptes, à travers ces personnes-là qui ont partagé cet événement-là. Mm-hmm. Pour mon dernier cas, je fais très vite. Donc le cas principal, qui est quand même assez... n'est pas des moindres. Donc, c'est le premier, c'est une campagne de spamouflage qui est le premier hypertrucage sexuellement explicite au Canada. Donc, c'est une première. Et on va avoir une militante des droits de la personne qui est basée au Canada, qui est connue pour son travail sur la situation des personnes ouïghours et de la diaspora chinoise, qui est ciblée par une campagne pro-chinoise qui est documentée par Affaires mondiales Canada. Donc les événements, ils remontent à mai 2024 jusqu'à février 2025, mais c'est vraiment en début 2025 que le mécanisme de réponse rapide qui vient révéler l'ampleur de cette opération-là. Pour parler de la méthode rapidement, donc c'est des hypertrucages sexuellement explicites qui sont générés par intelligence artificielle. Donc on va avoir son image, sa voix, qui sont manipulés pour la faire apparaître dans des situations qui sont compromettantes. Et comme je l'ai dit, c'est une première au Canada, donc c'est Affaires mondiales qui le dit explicitement. Et c'est la première fois que le mécanisme de réponse rapide observe des agents de spamouflage utiliser l'IA générative pour utiliser et diffuser ce contenu-là. Donc l'objectif de la campagne, il est de discréditer, de dénigrer, d'harceler les gens et les individus qui sont impliqués dans des campagnes de sensibilisation afin de les décourager de s'exprimer publiquement. Donc je viens de paraphraser ce qui a été dit par Affaires mondiales. Et pour rentrer un peu plus dans le détail, les impacts qui sont documentés, ils sont multiples. Donc, on va en avoir sur le plan réputationnel. Donc, il va y avoir des membres de la communauté chinoise qui ont complètement rompu les liens avec elle. Sur le plan personnel, elle doit concrètement surveiller et contredire des contenus qui se renouvellent plus vite que ce qu'ils ne peuvent être supprimés. Et sur le plan civique, ça rend le coût de l'activisme suffisamment élevé pour décourager toute prise de parole publique de ces personnes-là.
Donc, et c'est pas une coïncidence que la cible, ça soit une femme. Donc, on va avoir plusieurs agences, dont Reporters sans frontières ou ONU Femmes, qui démontrent que 74% des hypertrucages ciblent des journalistes et militantes qui visent des femmes. Et ce type de contenu, il est utilisé spécifiquement pour réduire au silence ces femmes-là qui s'expriment dans l'espace public. Donc, on vient vraiment le relier à une tactique documentée de violence numérique qui est genrée. Donc, je vais m'arrêter là pour le... Merci beaucoup, Walid. Et on aura l'occasion de revenir, j'ai oublié de le dire, de revenir sur certains thèmes durant la période de questions, réponses, d'échanges avec le public. Donc, je vous invite déjà à commencer à y penser. Il y a un micro à l'arrière ici. Et si vous nous regardez à la maison ou à votre domicile, qui est le même endroit, vous pouvez nous faire parvenir vos questions. Sur la page sur laquelle vous êtes en ce moment, il y a une petite boîte, je ne sais pas comment ça marche exactement, mais vous allez comprendre. On travaille sur les questions de cybersécurité, mais ça ne veut pas dire que je suis très habile avec toutes ces choses. Philippe, Fanny nous a dit que tu nous parlerais. Elle nous l'a dit, je pense, 3-4 fois. Oui. Et tu vas nous parler de cybersabotage et d'activisme qui sont, selon ce que tu nous dis dans le rapport, des menaces croissantes pour les infrastructures critiques canadiennes. Pourquoi? Et quel est le cas ou quels sont les petits cas, là? Ce ne sont pas les moindres qui ont retenu ton attention. Ben, merci beaucoup, Frédéric. Je me suis fait voler, en fait, je me suis coupé l'herbe sous le pied par Fanny, mais en effet, on a eu un seul cas de cybersabotage et c'est une première en 2025 qu'un cas ça a été répertorié et mentionné même par le gouvernement du Canada de cybersabotage s'étant produit au Canada. Je vais tout de suite rentrer dans mon cas parce que justement, je n'ai pas eu le même luxe que mes collègues d'avoir plusieurs cas. J'en ai un seul. Puis je vais vous mentionner ensuite pourquoi est-ce que la pertinence est quand même là malgré le fait que c'est une tendance unique. Donc, en octobre 2025, il y a le Centre canadien pour la cybersécurité, donc le CCCS, qui a publié une alerte mentionnant le signalement de plusieurs incidents liés à des systèmes de contrôle industriel qui sont accessibles depuis Internet. Dans le fond, les autres ont répertorié 3 installations qui ont été touchées, principalement une de traitement des eaux usées, où est-ce que, dans le fond, des valeurs de la pression de l'eau avaient été affectées, ce qui était venu dénigrer après ça les services de traitement d'eau. Il y avait une entreprise pétrolière et gazière qui avait été touchée. Dans le fond, les jauges magnétiques à l'intérieur avaient été affectées, qui avaient créé des fausses alarmes, qui avaient été ensuite réglées assez rapidement. Et dernièrement, une ferme canadienne, d'où, dans le fond, la température et l'humidité d'un silo de séchage de grains avaient été affectées. Quand on regardait les 3 installations qui avaient été touchées, les attaques semblaient quand même assez anodines. Des 3 côtés, autant la station de traitement d'eau que l'entreprise pétrolière, que la ferme, c'était des attaques qui étaient assez minimes. Il n'y a pas eu beaucoup d'impact. La pire chose qui est arrivée, c'est que la station de traitement d'eau a été arrêtée pendant quelques heures et a été rétablie assez rapidement. Donc, en regardant ça, en plus en regardant que c'est un seul cas qui a été unique de cybersabotage cette année, pourquoi est-ce que c'est pertinent qu'on en parle? Mais comme mentionné précédemment, c'est la première fois en 2025 qu'il y a une attribution publique qui a été faite de plus par le gouvernement d'un cas de cybersabotage au Canada. Donc, quand on regarde ça, dans le fond, ça s'inscrit surtout dans une tendance internationale. Même si c'est la première fois au Canada que ça se produit, ça reste qu'on peut voir que des cas de cybersabotage sont quand même assez fréquents et même il y a une tendance à la croissance à ce niveau-là. On peut notamment penser à de l'attaque du groupe russe Sandworm en 2014 contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, contre l'attaque de la compagnie publique lituanienne Ignitis en 2022, ou encore une fois, une attaque par Sandworm qui a été faite encore une fois contre la Pologne cette fois-ci sur des entreprises énergétiques. Dans le fond, même si ces attaques sont majoritairement attribuables à des intérêts géopolitiques, dans le fond, il y a quand même des questions à se poser sur le cas que nous autres, on a subi au Canada. Première question, en fait, est-ce qu'on connaît les auteurs? Le gouvernement canadien a été assez sobre à ce sujet. On n'a pas tant d'informations sur ça, donc non. Ensuite, est-ce qu'on connaît les motivations derrière cette attaque? Encore une fois, le gouvernement canadien est quand même assez discret à ce sujet. Pas plus d'informations. Est-ce qu'on a par contre des informations sur les secteurs touchés? Oui. Il faut comme mentionner, on a le secteur public avec les stations de traitement d'eau. On a le secteur énergétique avec la compagnie gazière et pétrolière. Et également le secteur agroalimentaire avec la ferme qui a été touchée. Ce que j'ai volontairement, par contre, omis de mentionner, c'est qu'on aurait peut-être une information sur qui est-ce qui aurait commis les actions. Ce que le gouvernement mentionne dans son cas, c'est que seulement c'est un groupe d'activistes qui aurait commis, je dirais, le crime, le cybersabotage. C'est très peu d'informations sur qui est-ce qui aurait pu commettre ça. Par contre, ça peut nous donner certaines pistes. Un groupe d'activistes, généralement, c'est des personnes qui sont non affiliées avec un État. C'est généralement des personnes qui, eux autres même, comme des activistes traditionnels, vont avoir un intérêt qui soit politique, qui soit économique, qui soit, peu importe de leur quel côté, mais qui, dans le fond, n'ont pas d'intérêt nécessairement directement lié avec un gouvernement. Quand on pense à ça, dans le fond, on peut se demander pourquoi est-ce que le groupe d'activistes aurait commis ces actions-là.
Première réponse qu'on pourrait avoir, c'est est-ce que c'est des fins économiques? Est-ce qu'ils ont cherché à avoir de l'argent avec cette attaque de cybersabotage? On pense que non, ou du moins probablement pas. Il n'y a aucune mention de peu importe que ce soit rançongiciel ou demande d'argent qui a été faite en échange de ces attaques-là. Deuxième hypothèse, est-ce que, dans le fond, ça serait à des fins de pouvoir monter un portfolio? Dans le fond, de dire, pour pouvoir se vanter un peu en ligne, et ensuite pouvoir donner son propre CV un peu en termes de cyberattaque. Peut-être. C'est une option qui est possible, de dire que ce groupe-là aurait commis ça pour pouvoir montrer par la suite comme quoi est-ce qu'ils sont capables de faire des attaques plus grandes. Par contre, une troisième hypothèse, est-ce que c'est des attaques à des fins géopolitiques? Je vais reporter ça un petit peu dans le temps, mais je vais vous parler des cas de ce qu'on a passé l'année passée. En 2024, on a mentionné un cas au sein de notre rapport, que je vous invite encore une fois à lire également si vous ne l'avez pas lu, d'un groupe d'activistes qui s'appelle NoName 05716, qui aurait commis, dans le fond, une attaque sur des infrastructures canadiennes. C'était pas un cybersabotage. Dans le fond, eux autres, ils ont fait des attaques par déni de service sur une agence canadienne des services frontaliers. À ce moment-là, bien que le groupe était russophone, il n'y a aucun lien qui pouvait publiquement l'associer avec l'appareil gouvernemental russe. Cependant, en 2025, il y a le CISA, donc l'American Cyber Defense Agency, et le FBI qui ont publié conjointement un document au sein duquel ce qui faisait mention comme quoi est-ce que différents groupes d'activistes russes, dont NoName 05716, mais également Cyber Army of Russia Reborn, ZPentest et Sector 16, avaient des affiliations directes avec le gouvernement russe et plus précisément le GRU, donc les services de renseignement russes. On peut notamment penser justement au groupe, ce qu'eux autres mentionnaient, l'FBI, c'est que le groupe NoName 05716, donc celui qui avait commis l'attaque sur le Canada, avait été créé par une agence russe qui avait un nom de Centre russe d'études et de surveillance en ligne du milieu de la jeunesse. Ce qu'on peut observer, c'est donc que l'écosystème de la cybermenace russe est extrêmement complexe, beaucoup plus que ce qu'on peut penser à la base, et que même si certains groupes travaillent visiblement sous l'égide d'un gouvernement, comme par exemple, on peut penser à des groupes APT quand même assez connus, donc APT 28 ou encore Senworm que j'ai parlé précédemment, qui avaient déjà commis des actions sur d'autres pays. Il y a d'autres acteurs, par contre, qui travaillent de manière moins visible pour ces mêmes enseignes gouvernementales-là. D'un point de vue plus global, ce que ça peut nous dire, dans le fond, à ce sujet-là, c'est qu'il y a certains pays, notamment la Russie, qui utilisent des groupes qui sont habituellement moins affiliés avec le gouvernement pour pouvoir faire des actions qui ne veulent pas être imputables à ce niveau-là. Comme on a mentionné précédemment, on ne fait pas de télémétrie, on ne fait pas d'attribution. Donc, nous ne pouvons pas dire que l'attaque qui a été faite contre le Canada a été faite par des activistes russophones. Il n'y a aucune autre mention qui a été faite non plus, si c'était par la Chine, si c'était par la Russie, si c'était par l'Iran, peu importe. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a clairement une tendance à des caractères géopolitiques par des groupes qui avant se revendiquaient comme étant activistes. Donc, de notre côté, même si on n'est pas capable de dire que c'est des Russes qui ont commis l'action, on peut quand même dire qu'il y a un aspect géopolitique au fait d'avoir fait des cyberattaques et non pas seulement économique, de plus est qu'il n'y a pas de rançongiciel qui a été fait à travers ça. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup. Simon, j'ai un petit peu signé avec toi la conclusion du rapport. Tu en as été le premier auteur, comme l'an dernier au fond. Et dans cette conclusion, tu attires notre attention sur quelques thèmes à garder à l'esprit pour la suite des choses, quelques grandes problématiques liées au grand thème des cyberincidents géopolitiques visant le Canada. D'une part, la transparence du gouvernement fédéral. On en avait parlé l'année passée, mais en quoi ça peut être un défi pour la sécurité des personnes, la sécurité des entreprises, la sécurité des divers acteurs canadiens qui peuvent être visés par ces cyberincidents géopolitiques au Canada. Et l'autre thème, me semble-t-il, qui ressort de la conclusion, c'est le fait que le Canada œuvre dans un environnement géopolitique encore plus complexe, encore plus incertain que celui qu'on observait quand on a commencé à écrire ce rapport-là il y a 6-7 ans maintenant. Que doit-on retenir de ce rapport? Qu'est-ce qu'il y a à surveiller pour la suite des choses? Et en quoi ces deux thèmes, peut-être que je viens de mentionner, sont importants à garder à l'esprit pour l'avenir? Merci, Frédéric. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Oui, deux thèmes qui sont importants. Le premier qui m'est particulièrement cher, celui de la transparence, et puis ensuite les grandes tendances mondiales qui vont nous permettre à la fois de bien comprendre la nature géopolitique des cyberincidents qui frappent le Canada et d'une
nous amener aussi vers une projection sur les transformations qui se passent non seulement dans l'univers géopolitique, mais dans la transformation plus large de la conflictualité et la place du cyber dans la transformation des conflits et éventuellement de la guerre. Si je peux commencer avec la transparence, évidemment, je vais essayer de ne pas trop m'attarder sur ce point-là parce que comme il m'est très cher, j'ai tendance à m'y enfoncer. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, dans le fond, la hausse des cas peut apparaître de façon objective comme étant une augmentation, évidemment, du nombre de cyberincidents, de l'importance de la cybersécurité dans le contexte géopolitique actuel. Ça sera mon point 2. Mais ça nous montre aussi une ouverture de plus en plus grande parmi le gouvernement canadien en particulier, pour nous partager des événements qui se passent. Donc, de plus en plus, le gouvernement canadien, notre principal fournisseur d'informations, va être transparent, va annoncer au public donc, les différents événements qui ont pu affecter le pays. Mais paradoxalement, la transparence qui est portée d'un côté est aussi accompagnée d'une opacité, c'est-à-dire que les informations qui nous sont transmises sont assez minimalistes, ce qui vient finalement à la fois nous allécher, nous montrer qu'il se passe quelque chose, tout en nous donnant très, très, très peu de contenu, de contexte, d'informations, nous permettant de faire une analyse plus complexe et plus riche. D'où l'importance de réinsérer le Canada dans son contexte géopolitique pour être capable de saisir les non-dits qui apparaissent dans les informations publiées dans cette transparence opaque. Et bien, je vais prendre le micro, l'opportunité que le micro m'offre pour condamner cette opacité-là. Hein? Je la condamne d'une part parce qu'elle est dangereuse. Et là, je voudrais j'ai apporté mes feuilles, citer la commissaire à l'ingérence étrangère, donc la commissaire Hogg, qui était responsable de la Commission sur l'ingérence étrangère au Canada, qui nous disait... Et si je cite, une plus grande transparence permettrait aux Canadiennes et aux Canadiens de ne pas dépendre entièrement des médias et des fuites d'informations qui peuvent facilement être trompeuses ou mal comprises pour être informés des tentatives ou des actes d'ingérence étrangère. Le risque de fuite augmente si les agences gouvernementales gardent ces incidents presque entièrement secrets et la dépendance à l'égard du journalisme d'enquête persistera. Pour la commissaire, en fait, qui appelle le gouvernement fédéral à une plus grande transparence, l'objectif, c'est pas juste éthique. C'est pas juste d'être un bon gouvernement, mais c'est un objectif pratique. C'est d'être capable de s'assurer que l'information qui est transmise elle soit exacte et non pas trompeuse, bien comprise et non pas mal comprise. Mais aussi l'objectif de permettre à la société civile, à la communauté universitaire de participer à la défense des intérêts canadiens. Ce que nous essayons de faire ici. Donc, je ne peux appeler que le plus fort possible la transparence du gouvernement pour nous permettre justement d'assurer notre rôle ici, qui n'est pas juste un rôle de porte-voix des informations, du peu d'informations qui nous sont transmises par le gouvernement canadien, mais un vrai rôle, celui d'analyste, de compréhension des tendances actuelles et quelque part aussi de critique et de chien de garde des pratiques à l'œuvre. Ce qu'on ne peut pas faire complètement avec de l'information qui est au mieux partielle. Cela dit, c'est quand même un gros bloc. Je veux quand même me pencher sur qu'est-ce que ça nous révèle, notre rapport sur les tendances actuelles de la transformation géopolitique. Je voudrais insister d'abord sur le constat tout à fait banal que finalement, le Canada n'est pas à l'extérieur du monde géopolitique. Le Canada fait partie d'un ensemble plus large, celui de la politique internationale, et aussi de sous-ensemble, celui de la communauté occidentale. Et si le Canada est ciblé, c'est parce qu'il habite la politique internationale, mais aussi parce qu'il a choisi son camp dans un monde qui est en train de se fragmenter. Et le fait d'avoir choisi son camp, bien, ça le rend vulnérable, ça le rend une cible intéressante pour des acteurs qui font partie des autres camps, que ce soit la Russie ou que ce soit la Chine. Je ne veux pas nécessairement réifier cette construction, cette fragmentation du monde international, mais on la constate avec la source notamment des cyberincidents, nos fameux usual suspects, la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord.
Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc, dans 3 tendances plus précises qui marquent la transformation géopolitique, la transformation de la cyberconflictualité. D'une part, il y a une transformation dans les visées des cyberincidents. Donc, on a dit... Fanny, notamment, a mentionné que jusqu'à maintenant, une grande partie des cyberincidents étaient des cyberincidents qui portaient sur la collecte d'informations, la surveillance, le piratage. C'est encore très présent, mais on observe aussi une nouvelle tendance, en plus du cybersabotage, qui est celui du prépositionnement. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on voit des cyberincidents sans effet apparent. C'est-à-dire que les acteurs... on voit qu'ils pénètrent les réseaux informatiques sans voler d'informations, sans essayer de les interrompre. Et ça pose la question, mais c'est quoi l'objectif dans ce cas-là? Pourquoi faire cette démarche-là? Mais ce que les experts ont commencé à, et ce que nous, on rapporte ici, se sont posés cette question-là. Et ce qu'ils suggèrent, c'est que les acteurs malveillants sont en train de se prépositionner, de faire de la découverte, essayer de comprendre comment les réseaux sont structurés, en découvrir les vulnérabilités, installer des vulnérabilités, non pas pour aujourd'hui, mais pour demain. Et poser la question de pourquoi est-ce qu'on se prépare pour demain, bien, c'est réfléchir dans un contexte de risque d'escalade géopolitique. C'est que les acteurs actuels, ce qui semble se passer, c'est qu'ils se préparent pour une escalade éventuelle. Donc, c'est mauvais signe d'un point de vue purement sécuritaire. Sommes-nous prêts à résister à ces événements-là? Mais c'est aussi mauvais signe de façon plus large pour les perspectives de paix, parce qu'on n'est plus dans une logique où on pense à éviter la guerre ou l'escalade des conflits, mais plutôt dans une logique où les acteurs semblent se préparer à l'éventualité d'un conflit. Et ce que la cybersécurité donc, nous permet de constater, c'est cette tendance-là vers la normalisation à l'escalade. La deuxième tendance qu'on peut constater, c'est l'accroissement des campagnes d'influence dont Walid nous a parlé, où les campagnes d'influence sont de plus... La frontière entre les campagnes licites et illicites est de plus en plus brouillée, de la diplomatie numérique qu'on associe à une campagne tout à fait licite. On retrouve de plus en plus de désinformation, voire d'ingérence qui se passe. Donc, certaines de ces campagnes-là ciblent directement le Canada, que ce soit la Chine qui ciblait Mark Carney pendant les élections fédérales, mais elle se fait aussi, ou la Russie qui cible certains groupes, notamment plus radicaux de la communauté de la société civile canadienne dans le but de promouvoir des discours anti-ukrainiens ou pro-russes. Mais il y a aussi une grande partie de ces campagnes qui ont un impact de façon indirecte. Et il faut le garder en tête parce que nos réseaux, nos écosystèmes de communication sont de plus en plus intégrés. On ne peut plus parler aujourd'hui d'écosystèmes de communication national ou local. On ne parle pas juste on ne consomme pas uniquement des nouvelles ou de l'information qui provient de chez nous. On consomme, évidemment, vous le savez, vous le vivez au quotidien, de l'information qui provient aussi d'un écosystème intégré en Amérique du Nord, particulièrement l'écosystème anglophone, ou voire des informations qui vont provenir de la francophonie internationale, notamment la France, et qui sont elles-mêmes, les États-Unis et la France, des cibles de désinformation. Et à travers l'intégration de ces écosystèmes-là, on se retrouve finalement à avoir les publics canadiens, québécois, touchés par ces campagnes-là, qui ne ciblent pas nécessairement des enjeux purement canadiens, mais qui sont affectés par des discours qui nous dépassent largement. Et ça pose un enjeu d'autant plus grand pour les décideurs qui voudraient essayer de trouver des solutions à ça. Combattre la désinformation, c'est en soi un enjeu important. Déjà, le conceptualiser, le mettre en œuvre encore plus. Face à un écosystème qui est de plus en plus transnational, cet enjeu-là de mise en application est clairement plus difficile. Et la dernière tendance qui émane du Canada, mais qui dépasse aussi le Canada, c'est, évidemment, on l'a dit, l'intelligence artificielle générative qui
On en entend parler à toutes les sauces, à tous les jours. Malheureusement, pour ceux qui sont tannés un peu comme moi, ça touche aussi le milieu de la sécurité. C'est au cœur des campagnes d'influence, c'est aussi au cœur de l'utilisation des campagnes plus classiques de cybersécurité, où l'intelligence artificielle fait dans cet univers-là les mêmes promesses que dans le monde économique, c'est-à-dire diminution des coûts, augmentation de la vitesse, augmentation du nombre, augmentation de la production. Et ce qu'on constate, c'est qu'avec beaucoup moins de ressources, on est capable d'avoir une portée beaucoup plus grande, tant dans les cyberincidents que dans les campagnes d'influence. Donc, il y a beaucoup de peurs associées à ça, des peurs qui sont en partie légitimes, évidemment. J'ai en tête, peut-être que vous aussi, les discours qui ont... et les craintes qui ont été soulevées suite à la publication ou la production du dernier modèle d'intelligence artificielle de Anthropic, donc ça, on parle de un mois à peu près. Mais au-delà des peurs et des risques qui sont associés à l'intelligence artificielle, mais ce sera juste dans quelques années qu'on pourra départager ce qui relève de l'anxiété actuelle de ce qui sont les risques réels. Face à ça, et moi aussi, je m'étire, je voudrais... c'est trop dur. Quand on a le micro, c'est le luxe, le plaisir de pouvoir parler plus. Une dernière chose, un dernier risque qui touche cette fois-ci spécifiquement le Canada. Vous le savez, notre relation avec les États-Unis a changé radicalement. Ce changement dépasse la rhétorique du 51e État ou du gouverneur Trudeau. La position américaine en est une aujourd'hui d'un néo-impérialisme qui ne se cache pas. Il l'a émis dans sa politique de sécurité nationale. Il a mené des activités d'ingérence dans plusieurs pays à travers le monde, notamment en Amérique du Sud. On peut penser au Brésil, on peut penser en Argentine, évidemment au Venezuela. Et le Canada, on n'est pas très loin. On est juste au nord. Pour l'instant, il n'y a pas eu encore d'incidents rapportés à caractère géopolitique, mais il y a des événements importants qui vont arriver, qui vont toucher l'avenir du pays. Le référendum albertain, dont on a déjà parlé, possiblement le référendum québécois aussi. Un possible référendum québécois sur un horizon plus difficile à projeter, mais dont on parle beaucoup dans l'actualité. Et dans un contexte comme ça, on peut légitimement se poser la question, que fera les États-Unis? Est-ce qu'il va rester dans l'univers de la diplomatie numérique ou plutôt prendre des moyens contournés, illicites, de mener des campagnes d'ingérence, des campagnes illicites? Et s'il est établi aujourd'hui, finalement, que les adversaires du Canada vont utiliser des moyens de la désinformation, des campagnes d'influence pour essayer de déstabiliser le pays, c'est une nouveauté de penser que des alliés aussi proches pourraient le faire. Et ça serait important pour les décideurs canadiens de se préparer à une telle éventualité. Merci beaucoup, Simon. Tu brosses un superbe portrait de la conclusion du rapport. Et je reviens sur une chose que tu as dite. Le Canada était vulnérable parce qu'il avait choisi son camp par rapport à la Russie, par rapport à la Chine, quand il y a eu l'affaire des deux Michael, l'affaire Meng Wanzhou aussi. Mais le Canada se fait aussi exclure du camp qu'il avait choisi par notre voisin américain, ou du moins dans une certaine mesure. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Je fais la même lecture que toi de la National Security Strategy. C'est clairement un texte qui dit que il n'y a plus de distinction maintenant entre les rivaux des États-Unis et ceux qu'on a appelés les alliés traditionnels des États-Unis. Et que la fin justifie les moyens. Puis Stephen Wall disait dans Foreign Affairs que les États-Unis sont devenus une superpuissance prédatrice au même titre que d'autres grandes puissances dans le monde. Je dis pas que ce que les États-Unis nous font est équivalent à ce que la Russie a fait en Ukraine, à ce que la Chine pourrait faire à Taïwan un jour si elle décide d'y mener une intervention militaire. Mais ce risque-là, dont on parlait un peu moins quand on a commencé à écrire le rapport, me semble beaucoup plus important
aujourd'hui. Et Trump a des héritiers politiques aussi. C'est pas son départ de la Maison-Blanche ou sa mort qui marquera le retour au monde d'avant, dont nous parlait Mark Carney dans son discours de Davos d'ailleurs. Enfin, on a appelé un chat en disant il faudrait peut-être se réveiller, on est dans un monde un peu différent que celui qu'on a connu. Écoutez, je veux vous remercier d'avoir été là à cette activité, à la maison, à votre domicile ou ici en salle. Cette activité qui nous a permis de vous présenter l'édition 2026, mais qui porte sur l'année 2025, le monde des cyberincidents géopolitiques au Canada, un état des lieux. C'est un rapport... La troisième année de guerre pour l'Ukraine, en passant, pas la quatrième. Ah, OK. Ça comme... Oui, c'est vrai. Merci. Et donc, on vous présentait l'édition, la 6e édition de ce rapport. Il est disponible sur le site Internet de la chaire Raoul Dandurand au www.dandurand.uqam.ca. Notre répertoire est disponible là aussi. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup écouté, mais j'aime ça, écouter. Et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu. Et ça me rappelle à quel point je pense pas qu'on se soit trompé en disant de cette chaire Raoul Dandurand qu'elle devait avoir 3 missions. Analyser, je pense qu'on le fait. Diffuser, je pense qu'on le fait. Mais celle qu'on a bien mise en valeur aujourd'hui, selon moi, en plus de tout ça, c'est celle qui dit former. Et un des rôles de l'Observatoire des conflits multidimensionnels, c'est bien sûr de vous permettre d'entendre les professeurs comme Simon, qui sont très préoccupés par des enjeux comme la transparence au Canada, ou moi qui suis préoccupé par l'avenir de la démocratie aux États-Unis et l'effet que ça peut avoir sur notre démocratie ici aussi. Mais ce qu'on veut surtout faire à la chaire, à l'Observatoire des conflits multidimensionnels et avec ce rapport, c'est de vous permettre d'entendre en fait les voix de la relève en recherche et ici de la relève en recherche sur les questions cyber, de la désinformation. Et ce que je peux vous dire, je pense que Simon sera d'accord avec moi, c'est qu'à titre de directeur d'une équipe de recherche comme ça, on termine l'année et on est toujours extrêmement fiers de voir le travail qu'on a pu réaliser grâce, en fait, au leadership, à l'initiative de ces jeunes chercheurs qui sont à la maîtrise, qui sont au doctorat, mais qui, vous l'avez vu aujourd'hui, produisent une recherche d'une qualité exceptionnelle, hors du commun. Je pense elles peuvent être très fières du travail réalisé pour cette édition. Ça a été la même chose l'an passé. Dany Gagné, Alexis Rapin, je les ai mentionnés. Cette année, c'était ces 3 mousquetaires, je vais les appeler comme ça, qui ont été les véritables piliers de ce travail, qui ont recueilli les données, qui nous ont convoqués à des rencontres pour nous présenter leurs idées. Et nous n'avions qu'à dire que c'était tout bien tout ça. On a relu plusieurs versions de ça, mais ça a été très simple pour les directeurs scientifiques de réaliser cette édition-là, comme pour les éditions précédentes. Mais je répète une chose que j'ai dite au début, moi, ça me rassure, et je pense que Simon sera d'accord de voir que malheureusement, les équipes se transforment au fil du temps parce que les gens sont de passage à la chaire, c'est un tremplin la chaire, et elles partent vers d'autres cieux, tout en continuant à collaborer avec nous. Et cette année, ce sera un peu la même chose. L'équipe de l'an prochain sera peut-être un petit peu différente de celle que vous avez devant les yeux aujourd'hui, mais ça me rassure de voir que la roue continue de tourner et ça a été grâce à vous 3 cette année. Donc, je vous remercie encore tout particulièrement. J'ai nommé Fanny Tan, Walid Fergen, Philippe Marchand. Je remercie mon comparse, mon collègue Simon Hogg, co-directeur de l'Observatoire des conflits multidimensionnels. Et je veux remercier les gens que j'ai nommés tantôt, évidemment Alexis Rapin, et Dany Gagné. Mais là, je vais vers la dernière page du rapport parce que, en plus du travail scientifique qu'il y a derrière ça, il y a aussi tout un travail de révision, un travail de graphisme, un travail qui est réalisé par un personnel administratif qui est ici aujourd'hui. Donc, je les remercie. Louis Collerette, qui est le directeur exécutif de la chaire, qui a été aussi un jeune chercheur à la chaire, qui a une maîtrise en sciences politiques, mais qui ne s'en va jamais. Lui, il décide de rester. Quand j'ai pris les rênes de la chaire en 2016, Louis terminait sa maîtrise et j'ai dit « Louis, est-ce que ça te tente de rester à un poste de Chief of Staff, en fait, du titulaire? » Il m'a dit oui.
Et 10 ans plus tard, il est encore là. Je pense que c'est sa 11e année. Et je suis très content qu'il soit là. Il nous aide avec ça. Et il a l'œil parce qu'il connaît aussi la recherche scientifique. Donc, merci Louis. Et Daphné Saint-Louis-Ventura, qui est notre responsable des communications et qui, cette année, a mis la main à la pâte en réalisant tout le travail graphique et le travail de graphisme, en fait, qu'il y a à faire pour ce rapport-là. C'était une première et je pense qu'en le regardant, on peut dire que c'est une belle réussite. Merci Daphné et merci à Françoise Conéa, notre responsable des événements, notre responsable graphisme, graphique, tout ça. Elle nous aide. Bon, c'est très polyvalent, toute cette équipe, mais elle n'est pas là aujourd'hui, mais je veux la remercier d'avoir contribué à tout ça. Et voilà, restez à l'affût de nos prochaines activités. On va être en vacances estivales bientôt, mais on va reprendre le travail à l'automne, notamment avec les élections de mi-mandat aux États-Unis. Si elles ont lieu, on pense que oui. Comment elles vont se dérouler, on ne le sait pas. La question à ces réponses cet automne. Donc, merci encore et je vous souhaite un superbe été si je ne vous revois pas. Et bien, merci à vous quatre encore. Merci.